Je vais terminer cette matinée, juste avant la pause lunch, en reprenant des éléments qui ont été dits ce matin. Donc, déjà, ne m'en veuillez pas parce que j'ai fait ma présentation. C'est une présentation que j'ai préparée pour cette journée. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été racontés par les gens qui étaient présents juste avant moi et qui ont présenté. Donc, moi, je vais parler des alternatives à l'automobile. C'est un sujet que j'ai pris pour une thèse de doctorat qui, pour l'instant, est encore en exploration. J'ai mon directeur, mon co-directeur qui sont dans la salle. On est en train d'explorer, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très d'actualité et qu'il faut aller plus loin dans ces véhicules intermédiaires. Et donc, c'est ce que je me propose de vous exposer ce matin. Donc, très rapidement, on va parler des chiffres de la mobilité au Québec. Je ne vais pas trop insister parce que ça a déjà été rappelé. Les véhicules intermédiaires, je vais parler de ces véhicules intermédiaires, notamment de l'initiative de l'extrême défi, dont a parlé tout à l'heure Eric Grab, et quelques exemples de véhicules intermédiaires dans le monde. On en a vu un peu, mais pour vous situer un petit peu je dirais l'épiphanie, le fait qu'il y a aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui sont développés, et notamment la Chine, qui est en train de rentrer sur le marché par le bas, et qui risque de nous damer le pion, nous, occidentaux, sur ce terrain. Donc, tout d'abord, la pollution au Québec, ça, ce sont des chiffres qui sont assez connus, qui sont assez diffusés. Aujourd'hui, 43% des émissions viennent du secteur des transports. C'est donc un secteur fondamental, dimensionnant, et qui doit être pris dès maintenant, puisqu'en fait, sinon, on n'atteindra jamais les réductions, en fait, les cibles de réduction de 37,5% en 2030 et la carboneutralité en 2050. Aujourd'hui, on a aussi la problématique de l'auto-solo. On en a parlé tout à l'heure, 1,2 personnes en moyenne pour faire le commuting le matin et le soir. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous parce que ne serait-ce que 2 personnes par véhicule, on réduirait de moitié quasiment la circulation, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que la circulation, si elle est réduite, va favoriser au contraire la circulation, puisque si les automobilistes sont contents d'être sur la route et qu'il y a moins d'embouteillages, eh ben, ils vont tous y retourner. Donc, ça fait des dents de scie un petit peu comme ça. Et ça, c'est un phénomène que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais qui est très important. Le transport et l'énergie, ben, l'énergie au Québec, c'est le transport, c'est la consommation la plus importante. Et aujourd'hui, ce n'est pas ne plus se déplacer qu'il faut voir, puisqu'en fait, on a besoin de se déplacer, mais c'est de savoir comment on peut se déplacer mieux. Et c'est pour ça qu'on a pris en compte je dirais, un déplacement plus sobre. Et j'ai retenu le nom tout à l'heure de ces véhicules snobres. C'est très intéressant. Donc, snob et à la fois sobre, qui méritent peut-être d'aller un peu plus loin. Et enfin, contrer la tendance forte des VUS, on en a assez parlé. Je reprends la slide là, qui vient du rapport de l'état de l'énergie au Québec, le dernier de 2023. Ça, c'est un point qui est fondamental. C'est-à-dire que les voitures sont plus grosses. Elles ont pris à peu près 13 kilos par an depuis 1990. Donc, c'est-à-dire que c'est une obésité des voitures. Et ce n'est pas en train de diminuer, là, c'est en train d'augmenter. Puisque de plus en plus, les VUS électriques arrivent sur le marché. Et on en a parlé tout à l'heure. Le fait que certains VUS sont proches du permis poids lourd pour pouvoir les conduire montre bien qu'il y a un vrai problème, et notamment en Amérique du Nord. Je vais passer vite là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Ça, ce sont des slides qui viennent de Frédéric Errand. On en a parlé à l'instant dans la pause. Là, aujourd'hui, la cause la plus importante, ce sont des impacts directs et indirects. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la pollution, la consommation d'espace, le bruit, etc., sont des éléments qui vont entraîner des impacts indirects, dont un impact important sur la santé humaine. On disait tout à l'heure 4000 intoxications par an directement liées, ou c'était des décès même, liés à l'impact de la pollution de l'air. C'est un point qui est vraiment très intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être aussi faire que les gens aillent vers ces petits véhicules parce qu'on leur parle de santé. Et avec une population vieillissante, notamment en Amérique du Nord et au Canada, cet impact de santé va être un impact dimensionnant dans les années à venir. L'électrification des transports, ce n'est pas la solution. En fait, ce n'est pas la solution, la seule solution. Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux à considérer, notamment la consommation des ressources, la pollution délocalisée. C'est facile de dire aujourd'hui, on ne pollue plus si on délocalise notre pollution ailleurs. Quand je dis c'est facile, c'est simpliste, certes, mais des pays comme par exemple les Pays-Bas aujourd'hui sont proches d'une carboneutralité, en tout cas essayent de tendre vers cette carboneutralité en ayant délocalisé leurs usines à l'étranger. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant, c'est de dire que si on veut vraiment délocaliser la pollution, enfin si on veut vraiment, enlever la pollution, il faut penser global, et donc il faut aller vers une pollution locale, mais une pollution locale, ça veut dire qu'il faudrait construire mieux. Et donc cette pollution locale entraîne des productions locales de meilleure facture. La congestion routière, ça c'est vraiment important. Moi, je n'ai pas d'auto.
à Montréal, je n'ai pas de voiture. Mais par contre, de temps en temps, je vais à Laval, parce qu'on a des projets de recherche avec Laval, et je prends la route, et là, je me dis, en fait, est-ce que je suis déjà perdu? Parce que clairement, quand on voit la congestion automobile sur des 2 fois 3 voies, voire 2 fois 4 voies aux heures de pointe, on se dit, bah, c'est peut-être un sujet qui effectivement va aller dans un mur. J'essaye de ne pas me le dire dès le début parce que je suis encore jeune et au début de mon doctorat, donc je me dis que c'est pas la meilleure des solutions de penser comme ça. Mais en effet, il y a tout un travail à faire sur la culture de l'automobile ici et l'occupation de l'espace. C'est dommage, dans la salle, j'avais demandé à certaines personnes, notamment de l'Agence de mobilité durable de Montréal qui étaient invitées au panel. Ça aurait été intéressant de les entendre sur cette occupation de l'espace parce qu'ils ont fait un livre blanc il n'y a pas très longtemps qui est sorti sur l'occupation de l'espace où ils donnent un certain nombre de recommandations. Et ça aurait été intéressant de les entendre parce qu'aujourd'hui, on n'y pense pas assez, mais il y a des enjeux économiques de cette occupation de l'espace. Les automobiles prennent de la place et cette place pourrait être utilisée, par exemple, par des promoteurs pour densifier la ville ou par d'autres, pour le verdissement urbain, etc. J'aborde très rapidement la reliance de Georges Amar, le fait qu'aujourd'hui, le rapport vitesse-distance est un rapport, c'est celui sur lequel on se base tous, mais peut-être qu'on pourrait travailler sur un rapport de se dire que l'expérience de conduite, l'expérience de déplacement peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et Christophe Abrassard, on a parlé tout à l'heure sur le fait qu'on peut être content d'avoir un petit véhicule pour avoir du fun ou un petit vélo, ou etc. Et en fait, il faut réfléchir à ça également dans la mise en place de solutions pour demain. Aujourd'hui, la mini-mobilité électrique, alors j'introduis ici le terme de mini-mobilité électrique, on parlait de micro-mobilité, c'est un terme qui est en train d'être popularisé notamment par des groupes comme McKinsey qui sont en avance un petit peu sur ce terme. La mini-mobilité, il y a une différence entre micro-mobilité pour moi et mini-mobilité. La micro-mobilité, c'est quelque chose qu'on entend déjà depuis plus d'un siècle. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle se reconnaît, elle se représente par quelques petits éléments, les segments de courte distance, et souvent des segments individuels. C'est-à-dire qu'on parle du gyropode, la gyroroue, c'est très peu répandu, mais ça existe. Les trottinettes mécaniques et électriques, on en parlait tout à l'heure, dans certaines villes, aujourd'hui, ça a été abandonné. Montréal relance une expérimentation là, sur les micro-mobilités et les trottinettes électriques, qui est très intéressante. Et après, le skateboard électrique, j'en vois de plus en plus dans les rues. Des gens qui ont leur petite télécommande dans la main. Mais il y a toujours un problème dans cette micro-mobilité parce qu'il y a deux choses, c'est l'assurantiel, donc savoir comment on est couvert si on a un accident, etc. Et où est-ce que je roule? C'est-à-dire que est-ce que je roule sur un trottoir? Est-ce que je roule sur une piste cyclable? Est-ce que je roule sur la route? Quel cas, c'est vraiment très dangereux. Donc cette partie-là, moi, je la distingue de vraiment la mini-mobilité qui va être ce qui est aujourd'hui les véhicules intermédiaires, c'est-à-dire la slide que vous voyez à l'écran, avec le mode actif ou le mode passif, mais également donc, tout ce qui est assistance électrique, mais les petits modes, les voiturettes, etc. Donc les petits véhicules qui vont avoir moins d'espace, moins de pollution, etc. Ces véhicules intermédiaires électriques, c'est pour moi, et c'est pas que moi, hein, puisqu'en l'occurrence, je suis encore personne pour en parler, mais clairement, on en parle d'innovation disruptive. Hein. C'est donc Bartman en 2015 qui avait répondu sur le journal de Harvard, qui avait répondu à une question qui disait que est-ce que la voiture électrique est disruptive? Et il disait oui et non. Non, parce que c'est le même modèle, donc Tesla n'est pas disruptif. Par contre, le petit véhicule électrique ou le gros véhicule électrique, c'est-à-dire les camions, etc., les autobus électriques peuvent être disruptifs parce qu'ils attaquent le marché sur deux segments de niche pour l'instant. Et puis, on voit que ça n'a pas évolué. 2015, on est encore en 2023, très loin d'une expansion du marché de ces véhicules de niche, y compris sur les véhicules, pour le coup, le Québec, j'allais dire cocorico, mais ce n'est pas très québécois. Mais le Québec fournit des véhicules électriques, de gros véhicules électriques, les camions électriques et les bus électriques. Donc, des sociétés comme Lyon travaillent là-dessus depuis déjà quelques années. Et je pense qu'on pourrait aussi aller vers ces petits véhicules électriques, puisqu'on a des constructeurs québécois. C'est là l'intérêt, c'est que ce soit fait localement, donc plus léger, plus abordable. Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez, mais la question de l'abordabilité, le fait que ce ne soit pas très cher et que les gens puissent l'acheter. On parlait de la propriété tout à l'heure avec Daniel Breton, mais la propriété, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'avoir une voiture en soi, personnelle, mais cette voiture, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix d'en acheter une grosse. Donc peut-être qu'on pourrait retourner aussi vers des plus petits véhicules plus abordables, moins polluants et bien sûr plus sobres. Cette slide a été montrée tout à l'heure par Pierre-Édouard, mais je trouve que c'est intéressant de regarder à quoi correspond 100 kW de batterie.
Parce que 100 kW de batterie, c'est un pick-up. C'est 2 petites citadines, mais ça peut être 16 donc mini-voitures ou 250 vélos à assistance électrique. C'est sûr que les vélos à assistance électrique, tout le monde ne peut pas les conduire parce que, notamment en Amérique du Nord, on a le terme de nordicité au Québec. Et la nordicité fait que l'hiver, quoique, bon, on a un convaincu dans la salle, mais j'ai lu hier ou avant-hier que Bixi, donc Bixi qui est le service de vélo en fait, de ville en abonnement là, sur Montréal, va l'hiver prochain mettre des Bixi sur les routes avec des éléments plus intéressants comme des pneus cloutés, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a malgré tout quelque chose qui est en train d'évoluer grâce aux cyclistes de l'hiver dernier. Et donc, clairement, on est comme nous sur une tendance qui dit qu'il faut faire plus de vélo, etc. Mais le vélo électrique, le problème de Bixi, et là, je peux en parler, c'est que le vélo électrique coûte plus cher. Et donc, en fait, les gens ont besoin aussi d'un casque, etc. Et donc, ça va forcément faire qu'il y a comme Catherine le disait tout à l'heure, des gens qui vont faire un peu n'importe quoi avec ces vélos électriques, qui ne vont pas respecter les vitesses, qui ne vont pas respecter les feux rouges, etc. Donc, il y a aussi une discipline à avoir des participants, enfin des pratiquants pardon, de vélo. Un deuxième point qui est aussi intéressant. Oui. Il y a quelque chose de très nouveau à Montréal depuis 2 ans, c'est un service de déneigement des pistes cyclables tôt le matin. Et ça change complètement tout. Parce qu'on peut du coup rouler sur des circuits organisés, aménagés, qui sont sécuritaires l'hiver. Et ce qui rend possible l'adoption d'un nouvel équipement. D'accord. Ça, c'est un point. Et Antonio, je ne sais pas si tu en parles tout à l'heure, mais avec tes étudiants, tu avais travaillé sur l'hiver, en fait, la nordicité et ce genre de choses. Et donc, en fait, il faut réfléchir, bien sûr, à adapter au terrain. Et l'adaptation au terrain doit être importante et est intéressante parce qu'en fait, ici, l'hiver, il y a de la neige. Donc, forcément, quand on veut parler du contexte québécois, c'est plus difficile que de parler, par exemple, du contexte californien, qui va être beaucoup plus simple, quoique en plein soleil. Mais bon, pas à San Francisco. San Francisco, il fait froid, même l'été. Deuxième slide qui marque un petit peu les esprits, c'est dire que l'espace, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Je n'ai pas fait de retour sur la rue qui est devenue celle de la voiture, mais qui était celle avant des piétons. Mais il y a une tendance en Amérique du Nord dans les années 1920 qui était le jaywalking. Le jaywalker, c'était un personnage qui a été inventé par les personnes de l'industrie automobile qui disaient qu'en gros, on ne pouvait pas traverser n'importe où. La rue était avant partagée et elle est devenue exclusive aux automobiles. Mais quand on regarde bien dans les faits, si on veut déplacer 50 personnes, ben forcément, à pied, ça va bien. En vélo, c'est très bien aussi. Et en bus, ça ne prend pas d'espace. Donc là, on pourrait avoir des rues plus étroites, mais c'est aussi le problème des voitures de plus en plus grosses. Je lisais un article très récemment, je ne me rappelle plus dans quel refus, qui disait que en fait, les gens demandaient maintenant à Montréal d'augmenter la taille des places de parking. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était des petites places de parking parce que c'est des petites places, c'était des places normales. Et aujourd'hui, à cause de la taille des véhicules et de l'empattement notamment, en fait, on demande à ce que les gens demandent à des plus grosses places de parking. Mais on va dans le sens inverse. Oui. Oui, moi, j'ai un petit bémol par rapport à ça, parce que 50 personnes riding a bus, moi je suis parisien, et je vois souvent des bus avec 2 personnes dedans qui prennent la place de je ne sais pas combien de voitures, parce que c'est en plus des bus. Voilà. Donc attention à pas. Les bus, ils ne sont pas forcément tous remplis. Oui. Bien sûr, et on en discutait avec des gens de la STL, notamment de la Société des transports de Laval, qui expliquaient qu'aujourd'hui, il y a des bus sur certaines routes qui ont 3-4 personnes sur la route complète. Donc ça prend beaucoup plus de place que les voitures. Oui. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui. Donc, la question aussi de la modularité et de faire en sorte d'avoir un partage de l'espace. Donc, par exemple, plus de bus, c'est déjà le cas, mais de le réfléchir différemment, ou des petits bus, par exemple, sur des routes qui sont des routes fictives, qui sont à la demande, ce genre de choses pourrait être intéressant aussi, notamment pour le transport à la demande, collectif à la demande. C'était juste pour illustrer que l'espace, l'encombrement était aussi un enjeu. Là, aujourd'hui, la démarche, c'est à la fois une démarche prospective et exploratoire. Prospective, pourquoi? Parce qu'en fait, on veut voir par rapport à la diminution des gaz à effet de serre, il n'y a pas que ça, mais clairement, les objectifs de GES et de réduction des GES, c'est-à-dire ce qu'on doit atteindre en 2050 et de revenir en backcasting pour dire qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour arriver en 2050 à cette réduction. Mais il y a aussi l'idée d'explorer, donc le forecasting, aller voir ce qui se fait et la tendance qu'il y a à l'étranger notamment.
Parce qu'en Amérique du Nord, clairement, et là pour le coup, je me permets de le dire parce que j'ai posé la question directement à la ministre des Transports lors d'un panel qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est une question qui n'est même pas débattue. J'en parlais avec Daniel Breton. Elle n'est pas utilisée aujourd'hui, cette question des petits véhicules. Elle n'est pas débattue. Il n'y a pas de débat. Et moi, j'espère qu'à travers au moins ce doctorat, je vais pas lancer le débat, mais essayer de stimuler un petit peu le débat. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition. S'il n'y a pas de proposition, bah, malheureusement, bah, on ne peut pas aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui. On reste dans le statu quo. Donc, la démarche est aussi exploratoire. Je me permets rapidement de parler là, de cette exploration. Mais en fait, j'ai essayé de reprendre, non pas tous les véhicules qui existaient, c'était impossible, et puis dans le temps imparti, c'était compliqué de vous les exposer, mais de dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de véhicules qui existent déjà depuis des années. Les tuk-tuk en Thaïlande et les rickshaws en Inde, ça date des années 50. Et ce sont des choses qui, aujourd'hui, sont pléthores dans les rues. Alors, ça pose d'autres problèmes. Il y a de la congestion urbaine, il y a congestion sur la route, etc. Le code de la route n'est pas très bien défini et pas très bien respecté malgré ça. Mais ça existe. Et donc, ces tuk-tuk et ces rickshaws sont de plus en plus électrifiés. Bon, il y a toute la question de le mix énergétique. D'où vient l'électricité? Après, si c'est l'électricité au charbon, bah, on n'est pas forcément sorti de l'auberge. Mais clairement, il y a une volonté aujourd'hui de travailler sur ces petits véhicules. Il n'y a pas encore la nordicité, à moins d'aller très au nord de la Chine ou en Alaska. Enfin, pas en Alaska, en Sibérie, je veux dire. Sur l'Asie, il y en a très peu dans les zones, je dirais, des zones de froid. Par contre, ça existe un peu partout. Les K-cars, notamment au Japon, qui étaient un problème au départ d'espace. Hein. Ils n'ont pas assez de place et l'urbanisme a dit que bah, voilà. Et en Chine, c'est aussi un problème d'argent. Parce qu'en l'occurrence, il y avait une loterie, je ne sais pas si elle existe toujours, une loterie aux plaques d'immatriculation. Et en fait, les petites voitures étaient en dehors de la loterie. Donc, les gens pouvaient se permettre d'acheter une petite voiture parce qu'en fait, les grosses voitures étaient soumises à la loterie. En Europe, ben, on a parlé de l'AMI, on a parlé de la Twizy, de la Microlino. Donc là, c'est une photo que j'ai prise en bas de l'écran sur le journal mondial de l'auto 2022, qui est très intéressante parce que ça veut dire qu'on commence déjà à les exposer, ces petites voitures. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de plans lancés, etc., par les constructeurs? Je ne sais pas, mais on voit la voiture verte, c'est la fameuse City Transformer, celle qui a les roues qui s'élargissent et qui rétrécissent. Cette City Transformer permet d'aller plus vite dans les embouteillages, notamment parce qu'elle a l'empattement d'une grosse moto. Mais c'est toujours la question de comment on met plus de véhicules par rapport au statu quo. On n'est pas dans le shift modal, clairement, ou du moins le shift vers des petits véhicules. On est plutôt dans comment je fais. Donc l'AMI, il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont en train de mener là-dessus. L'AMI, c'est surtout les jeunes. Donc ils passent du scooter à l'AMI, mais ça veut dire qu'ils ne marchent pas. Donc, on garde une AMI et en fait, il y en a dans les lycées des AMI, il y en a sur les parkings de lycées. Donc, on rentre dans une société où on a 2 voitures plus l'AMI et pas on remplace la deuxième voiture par l'AMI. Et les vélos cargo. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer en France. Il y a même une fédération de livreurs vélo cargo qui a été faite. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites autour du vélo cargo dans les pays, aux Pays-Bas, qui sont quand même très en avance là-dessus, les pays scandinaves de manière générale, mais les Pays-Bas sont très en avance. Et donc, ces vélos cargo, pour une petite anecdote rapide, ici, au Québec, à Granby, il y a une dame qui un jour a dit je vais prendre un vélo cargo pour emmener mes enfants à l'école. Et puis, cette dame s'est fait dénoncer par ses voisins à la DPJ, à la protection de la jeunesse. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sécuritaire. Et en fait, la DPJ est venue chez elle pour vérifier, parce que c'était la seule de Granby qui avait un vélo cargo. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas si problématique que ça. Mais en effet, si son vélo cargo était le seul parmi une masse de VUS, forcément, ça pouvait être risqué. Mais ça prouve qu'il y a quand même une éducation à faire, à diffuser, à enseigner pour dire qu'on a des alternatives à Montréal de plus en plus. Mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'habiter sur le plateau Montréal où c'est plus facile de le faire. En Amérique du Nord, pour terminer avec cette slide, on a parlé de Purelator qui est vraiment en avance là-dessus et des véhicules cargo, donc les véhicules qui sont à droite de l'écran. C'est un fabricant qui est un fabricant du Québec, qui est le seul aujourd'hui homologué véhicule basse vitesse. Les véhicules basse vitesse, il y a eu 2 expérimentations menées, en tout cas il y en a une en cours et une menée au Québec de 2008 à 2013, qui a conclu sur une chose simple, c'est de dire que ce n'était pas assez sécuritaire. Et il y a des normes, par rapport aux normes qui existent déjà en Amérique du Nord, il y a des normes supplémentaires qui ont été rajoutées en Ontario, au Québec, qui font que ces véhicules-là sont quasiment invendables, parce qu'en l'occurrence, ils ne répondent pas aux normes de crash test. Mais c'est des véhicules qui sont moins de 50 km/h, et dans certaines zones urbaines, c'est moins de 30 km/h. Donc, on pourrait aller vers ces véhicules-là
ce qui est déjà fait en Amérique du Nord dans les golf cart communities, qui sont en train de plus ou moins de gagner de… Bon, c'est surtout dans les communautés de retraités, là, pour le coup, il faut être vraiment clair avec ça. Et ils sont en train de, au fur et à mesure, de donner, ils font des manifestations, ils décorent leurs golf carts. Et il y a des villes aux États-Unis où c'est autorisé de rouler dans la ville avec ça. Mais on ne peut pas sortir de la ville et on ne peut rester donc que sur les routes municipales parce que la réglementation sur les routes d'État et les routes fédérales interdit tout simplement leur circulation. Locomotion, peut-être que tout à l'heure, il y a quelqu'un de locomotion qui sera présent. C'est vraiment cette question de partage de vélos, comment dire, de voitures, mais également de petites remorques qui ont l'avantage d'être faites entre particuliers dans une communauté réduite. Les limites, on en parlera très rapidement parce que ça, c'est important maintenant, mais clairement, avant, il faut diffuser. Environnemental, social et économique, sur les 3 piliers principaux là, du développement durable, on parle toujours des stocks, les problèmes de l'énergie, les minéraux, etc. Donc, on shift d'une dépendance au pétrole vers une dépendance aux minéraux, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Les limites sociales, l'effet rebond, on en a parlé avec l'AMI. Donc là, clairement, si c'est pour acheter une voiture supplémentaire et de ne pas shifter, de ne pas enlever la 2e ou 3e voiture du ménage, ça, malheureusement, ce n'est pas bon. Et puis, les facteurs psychologiques et les habitudes de vie à faire évoluer, on en a assez parlé. Pardon ? C'est pas bon. S'il y a un effet rebond, et c'est-à-dire que si on produit en plus des véhicules qui existent déjà, ce véhicule, ce 3e, 4e véhicule, les autres véhicules ne roulent pas, vous voulez dire ? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? C'était l'idée qui a été émise ce matin, de dire que les gens achètent toujours une voiture pour la valeur d'usage extrême, faire 600 km à 5 personnes. Ben, si cette voiture-là, elle reste je veux dire, chez elle, À la maison ? à la maison, L'effet rebond, c'est aussi, au lieu de prendre le transport en commun, de prendre ça et rajouter la question. C'est le fait d'avoir cette solution-là au lieu de prendre des meilleures solutions aussi. Le problème de ça, c'est qu'on est toujours dans l'auto individuel, personnel. Et donc, si on a une augmentation du volume d'auto de manière générale, puisque le fait de laisser sa voiture à la maison, si c'est une voiture thermique, je suis d'accord. Mais si c'est une voiture électrique, la pollution de la voiture électrique étant en amont de la chaîne, au niveau du cycle de vie, c'est qu'on a déjà produit un véhicule électrique et on va en reproduire un 2e pour la même famille. Les analyses de cycle de vie montrent que la fabrication seule d'un véhicule électrique, c'est 10 à 20 tonnes de GES, juste la fabrication. Et donc, dans un monde demain où on aura un budget de carbone par habitant par an qui peut être de 3 tonnes, 4 tonnes par habitant par an, voire 2 tonnes de GES par habitant par an, déjà, ça gruge une grande partie de notre budget disponible juste pour la fabrication des véhicules qu'on n'utilise pas. Donc là, ça peut être un argument dans un monde très restreint. Hein, Aujourd'hui, ces véhicules sont encore assez modestes. Il y a la niche, c'est encore une niche. Mais pour le coup, je n'ai pas fait d'études directes là-dessus. J'ai repris des éléments que j'ai pu voir. Mais en tout cas, pour éviter cet effet rebond, l'autopartage est un élément pertinent. Et puis le fait d'avoir de l'autopartage, par exemple, par communauté, avec les golf cars, ça emmène encore plus d'éléments en faveur de ces petits véhicules. Les limites économiques, c'est que il y a aussi des limites financières pour l'achat de ces véhicules. Et aujourd'hui, par exemple, en Amérique du Nord, ils ne sont pas financés du tout. On donne de l'argent pour les gros véhicules, les VUS électriques, mais on ne donne pas d'argent pour des petits véhicules électriques. Oui. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant à voir aussi, c'est que l'incitation fiscale peut être un élément changeant, un facteur qui permettra de modifier ensuite le comportement. Il n'y a pas d'incitatif non plus pour le vélo électrique, par exemple. Il y a eu des incitatifs à Laval, ils ont fait une expérimentation là-dessus, mais ils se sont rendus compte que les gens ne l'achetaient pas pour changer de voiture ou changer de mode de transport, ils l'utilisaient pour faire du vélo le week-end. C'est-à-dire qu'ils ajoutaient encore un véhicule supplémentaire, donc ça demande de l'espace aussi, parce que si on a 2-3 véhicules, on demande un grand garage, etc. Donc ça pose aussi des problématiques qui débordent un peu la mobilité. Je pense que je vais aller vite sur ça, juste vraiment parce que je veux vraiment en parler, l'extrême défi, donc un défi lancé par l'ADEME en 2021 et puis vraiment en 2022, qui est un appel à projet et un concours d'innovation. Donc c'est un mix des deux, c'est un parcours d'innovation. Avec mes lectures sur les concours d'innovation, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'équivalent dans le monde. C'est-à-dire qu'on est sur un parcours, l'idée, ce n'est pas de sélectionner une personne, c'est de créer un écosystème et donc de créer un ensemble de véhicules différents qui répondent à différents usages. Donc, que ce soit des usages d'emmener les enfants à l'école le matin, que ce soit d'aller au travail, que ce soit dans le transport, le last mile delivery, etc.
Donc, tout ça, ce sont des éléments que l'extrême défi a pris en compte. Et puis, avec cette idée de commun, c'est-à-dire de créer des communs sur la mobilité. Donc, chaque personne qui va entrer dans l'extrême défi doit partager les éléments, après avec une restriction plus ou moins grande en Creative Commons. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on va partager à la fois les savoirs, les savoir-faire, les pièces, on en parlait tout à l'heure, le fait ça. Et le terme aujourd'hui de l'usine distribuée est très intéressant parce que ça permet de fabriquer plus localement. Donc aujourd'hui, on a ces trois gros piliers, là, le véhicule innovant, donc ça, c'est la gamme de véhicules intermédiaires qui a été faite. Les nouveaux marchés, parce qu'en fait, en stimulant le nombre de véhicules intermédiaires dans les rues, on stimule aussi la demande finalement à côté de ça, et la réorientation industrielle pour la France. J'ai pris 2 exemples là qui ont été mis. Donc, un exemple de pédalocab, donc c'est un vélo mobile, mais avec une forme un peu différente, puisqu'en l'occurrence, ils ont mis une forme trapézoïdale et non pas une forme en rectangle pour les roues, qui amène beaucoup plus de stabilité. Donc ça, c'est des prototypes qui ont été développés. Et Carbike, qui est en fait un vélo qui permet de recharger la batterie. Enfin, c'est une voiture vélo qui permet de recharger la batterie en roulant. C'est-à-dire qu'on utilise les pédales non pas pour alimenter la mobilité, mais pour alimenter une batterie qui, à l'intérieur, alimente la mobilité. Donc, on peut mettre le niveau qu'on veut, etc. Ce sont des véhicules individuels, mais ça reste des véhicules intéressants, innovants, et je pense que tout à l'heure, Antonio en parlera un peu plus. Enfin, dernier point, parce que je vois l'heure passer et que je vais terminer sur ça. Aujourd'hui, quand on repense les flux, le fait de passer par le corporatif, donc par les entreprises, notamment dans la livraison, ça peut être un moyen d'avoir plus de véhicules intermédiaires sur les routes. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils ont 2 enjeux, un enjeu économique et un enjeu écologique, puisqu'ils sont soumis à des réglementations des fois plus strictes. Donc, la livraison aujourd'hui, le projet Colibri, tout à l'heure, on en parlera. Il y a un présentateur du projet Colibri qui viendra nous en parler, enfin 2 personnes, là, Caroline Marie et Théophile Abachepro, qui sont aujourd'hui dans ce hub urbain, mini-hub urbain, et qui en fait font la livraison ensuite via soit des vélos cargo, soit des petits véhicules électriques. Et en France, les boîtes à vélos, qui aujourd'hui est une initiative privée, un acteur privé, et cet acteur privé a fédéré autour de la cyclo-logistique, donc avec soit des assistances électriques, etc., sur des last mile delivery, donc en bon français, des livraisons du dernier kilomètre. Voilà, je passe les éléments qui restent. Juste pour résumer rapidement le projet de doctorat, donc récolter, diffuser de la connaissance, ça c'est le premier travail que je fais. Ensuite, par rapport à ça, imaginer des scénarios alternatifs, en tout cas proposer des scénarios alternatifs avec notamment des ateliers de co-design, etc., dans des territoires. Et enfin, voir pourquoi on ne pourrait pas essayer de prendre ces éléments-là et d'aller voir les pouvoirs publics et dire, est-ce que dans vos prochaines réflexions, dans vos prochaines politiques publiques, vous pouvez intégrer ces mini-véhicules ou ces petits véhicules, la mini-mobilité, parce qu'en fait, c'est intéressant pour vous, etc., pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Voilà, juste pour terminer, là, j'étais à New York ce week-end, cette fin de semaine. Ce n'est pas pour vous raconter ma vie, mais clairement, je me suis rendu compte qu'il y a des choses quand même qui se passent. À New York, de plus en plus, il y a ces tuk-tuk. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, malheureusement, ce n'est pas très gros là, pour les gens de la salle, mais les tuk-tuk. Et donc, il y a de plus en plus de touristes qui se trimballent dans New York avec des tuk-tuk électriques, qui sont des vélos à assistance électrique avec des grosses enceintes dedans. Donc, on les voit et on les entend de loin. Et je trouvais que c'était une initiative intéressante parce que dans une ville très polluée et avec une congestion importante, on a aussi des calèches. Voilà, je l'ai pris en photo devant DHL. Donc DHL qui est quand même un gros transporteur mondial. Et je trouvais que l'image était assez contrastante de voir des calèches de nouveau dans la ville de New York, là où il y a à peu près un siècle et demi, c'était la norme. Voilà, merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, voilà. Maxime. Pour faire référence à ce qu'on disait tantôt pour l'électricité, je me demande, le défi d'ADEME est sur la conception de véhicules de ce type-là. En fait, plus sur l'adoption. Non, l'ADEME est sur la conception. Ils sont en fait sur tout le cycle, clairement. Mais déjà, c'est l'idéation. Donc, il y a plusieurs phases dans le défi, plusieurs saisons, 3 saisons. Une première saison d'idéation qui reprend tous les ans. Et les équipes qui sont en idéation en année 1 vont passer ensuite dans la partie expérimentation dans les territoires. Et c'est ce que disait Eric Grab tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des partenaires expérimentaux de territoire qui vont dire, moi, j'ai besoin, par exemple, d'expérimenter sur le transport scolaire, un type de véhicule qui sera un véhicule moins polluant, etc. Donc, il y a des solutions qui ont été faites en idéation. Et donc, maintenant, ils vont les construire.
et ils vont ensuite les basculer pour les expérimenter et voir s'il y a possibilité de passer à l'échelle. Parce que la vraie question, ce n'est pas d'exister. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un marché et comment on le fait? Parce que tout à l'heure, on en parlait pour les bornes électriques notamment, un sujet que tu maîtrises bien. Vinci ne va pas fabriquer là où il n'y a pas de demande, forcément. Et clairement, aujourd'hui, ces petits véhicules, il y a un salon du véhicule ici, du véhicule électrique, enfin du vélo électrique à Montréal. J'ai discuté avec un certain nombre d'importateurs, parce qu'il n'y a pas de fabricants ici au Québec, d'importateurs, et ils me disaient, mais en fait, un vélo à 2500 $, les gens n'ont pas envie de l'acheter, voire 3, 4, 5 000 $, ils ne veulent pas l'acheter. Même si on leur dit que c'est mieux pour leur santé, même si on leur dit que c'est plus rapide, parce qu'en ville, le vélo est souvent plus rapide que la voiture, etc. Et qu'il y a en plus des pistes cyclables, donc le réseau existe, c'est pas quelque chose qui est fait. Non. Il y a une grosse différence entre les segments des clients et puis les personnes individuelles et les entreprises. Puis, si tu mentionnais qu'il n'y a pas de subvention pour ces véhicules-là, je pense que si on voulait adresser les flottes de véhicules, si je pense à la flotte de véhicules au Québec, si je pense à des flottes de véhicules de la ville de Montréal, admettons, des trucs comme ça, les gens qui prennent des décisions pour des flottes de véhicules, ce n'est pas les mêmes façons de penser que des individus. Les individus vont regarder comment je me sens, mon sentiment de liberté, tandis que la personne de la ville de Montréal, pas mal sûr qu'il y a un fichier Excel avec son plan de décarbonation, combien ça va coûter pour tel truc. Et on le voit pour ce qui est des véhicules électriques et des véhicules lourds électriques, parce que je fais un projet là-dessus. Les subventions, c'est le premier élément qui est mentionné par les gens qui dans le Oui. Ben, notamment dans le passage, j'ai fait un travail sur Lyon électrique, donc les autobus et les gros véhicules électriques. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il y avait toute une zone. Lyon a développé un système, et dans ce système, il y a une zone un organisme dans Lyon qui travaille sur les subventions. Donc en fait, ils vont aider les gens à aller chercher de l'argent en subvention. Mais si demain on arrête les subventions, les gens ne vont pas vers l'électrique. Ils restent sur le thermique. Parce que ça leur coûte beaucoup plus cher. Sur les camions, bien sûr, un exploitant. Un bus électrique aujourd'hui vaut 3 fois plus cher qu'un bus classique thermique diesel. Et en plus, ces bus diesel sont en train de s'améliorer et maintenant, il y a des biocarburants qui existent, etc. Donc, en fait, ils se font damer le pion un petit peu là-dessus. Puis la solution de Lyon Électrique, c'est de dire on vous donne un système clé en main. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous en faire. On s'occupe de tout, de votre subvention, on s'occupe de vous former, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe de mettre même des bornes électriques chez vous, dans votre entreprise, dans votre dépôt, pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça aussi le shift par rapport à l'électrique, c'est qu'on ne conduit pas un véhicule électrique comme on conduit un véhicule thermique. Il y a un des grands défis de l'extrême défi, il y a une cinquantaine d'initiatives qui sont fédérées, rassemblées par l'ADEME. Ils jouent un peu le rôle d'orchestrateur, c'est de construire une sorte de tableau de bord de l'innovation en train de se faire. Et donc, ce que Florent est en train d'expérimenter, c'est d'utiliser le diagramme CK et son formalisme avec, du côté des concepts imaginaires, des différentes branches qui sont thématisées avec des titres, des concepts projecteurs, etc., d'essayer de codifier ce qui se passe dans l'extrême défi avec le diagramme CK pour aller vers ce que pourrait être un tableau de bord de l'innovation un peu plus proactif pour les animateurs de l'extrême défi, alors qu'aujourd'hui, ils font un travail de rassemblement, en fait, d'animation, etc., mais il n'y a pas forcément une cartographie précise des sous-champs d'innovation en train de s'expérimenter, de ceux qui sont un peu plus orphelins que les autres, des projets un petit peu originaux qui ouvrent à eux seuls une thématique possible, et puis des autres branches, oui, au contraire, qui sont beaucoup plus peuplées de projets, etc. Et comment on pourrait construire ça. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Méthodologiquement, c'est assez intéressant. Oui, alors, moi, je suis intéressé par l'identification de la mini-mobilité par rapport à l'éco. Et par rapport à cette catégorie-là, je ne sais pas si dans l'extrême défi, il y a quelque chose là-dessus, mais c'est l'effet inflationniste des normes de sécurité. C'est-à-dire le fait que des choses comme EuroNCAP en Europe, je ne sais pas s'il y a la même chose au Canada ou aux US. Les normes EPA. Voilà. Bon, ben c'est quelque chose. Il faut voir les gens qu'il y a derrière. Les gens qu'il y a derrière, c'est les Valeo, c'est les Faurecia, etc., qui veulent mettre des bidules et vendre des bidules dans les bagnoles. Donc, si les voitures européennes ont pris je ne sais pas combien de kilos depuis chaque année, c'est parce qu'on a mis un 5e airbag,
parce qu'on a mis des freins, machin chaud, etc. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère totalement déconnectée de l'usage, complètement déconnectée de l'usage. Hein. On est à Paris, 30 km/h, exceptionnellement 50, mais on va foutre une voiture dans un mur à 90. Expliquez-moi. C'est un vrai problème et c'est un problème qui est relevé. Les équipementiers sont un tout petit peu, notamment pour l'extrême défi, Valeo et tout ça, et partenaires, parce qu'ils se disent, si demain on fabrique des pièces standardisées, c'est ça. Heureusement. Et avant que ça change, il y a des ayatollahs. Et puis ça fait partie aussi des côtés culturels. C'est-à-dire, je suis dans mon bunker, je ne peux rien faire, etc. La notion de surconfort et surqualité. De la sécurité, sur-sécurité. On est dans quelque chose de très compliqué et c'est d'ailleurs pour ça que les VBV, les véhicules basse vitesse au Québec, l'expérimentation en 2013 a avorté complètement parce qu'en fait, ils se sont dit, mais on n'est pas en sécurité dans notre véhicule. Ils ont rajouté des points de sécurité supplémentaires par rapport à la norme canadienne. Du perçu, je veux dire, un Twizy, bas de gamme, il n'a pas le droit de prendre le périph'. Oui, bien sûr. À Paris. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture urbaine quand on n'a pas le droit de prendre le périph'? Alors qu'au périph', on est soit arrêté, soit au maximum 50 km/h. Hein. Les VBV, ici, les véhicules basse vitesse, ne peuvent pas aller sur les routes qui sont les routes à 50 km/h. Ils sont obligés de rester à des routes à 30-40 km/h. Vous avez des chantiers sur alors, l'expérimentation. Ce genre de normes, ce genre de trucs. En ce moment, l'expérimentation en Ontario, donc 2017-2027, a rajouté encore des normes supplémentaires. Donc, on n'est pas on est dans l'inflation, vraiment, comme vous dites. La chose, c'est qu'à travers ce que nous disait tout à l'heure Pierre-Édouard, ils ont vraiment une Mobiliance qui travaille là-dessus sur le chantier, sur la partie réglementation dans le cadre de leur communauté d'intérêt sur les véhicules intermédiaires, qui va peut-être fournir des choses, des éléments supplémentaires. Mais il y a aussi le problème de l'assurantiel. C'est-à-dire qu'on parle des normes de sécurité, mais les assurances disent, ben moi, si vous ne respectez pas les normes de sécurité, je n'assure pas. Et donc, en fait, les gens ne peuvent pas trouver des assurances spécifiques. Communauto, quand ça a été développé ici, ils ont développé, avec notamment, c'était Desjardins, je crois, qui a travaillé, ils ont développé une assurance spécifique Communauto, quelque chose de dédié à ça. L'année dernière, avec Laurent, on a été sur le salon de l'assurantiel, l'assurance de dommages. On a parlé de ça, de comment, en fait, demain, on peut faire de nouvelles offres d'assurance pour les petits véhicules, notamment la micromobilité et les trottinettes, par exemple. Et c'est des choses auxquelles ils ne veulent pas répondre parce que c'est trop compliqué pour eux aujourd'hui. Mais les normes de sécurité n'aident pas. Alors que s'il y avait des normes un peu plus souples, ou alors qu'on pouvait interdire les gros véhicules en ville, on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire dire, OK, ce n'est pas sécuritaire parce qu'on a plein de gros véhicules, mais si on interdit les gros véhicules en ville, à partir d'un certain tonnage, bah, ça devient beaucoup plus sécuritaire. Parce que c'est sûr qu'une Twizy contre un VUS de 3 tonnes, bah, la Twizy, elle perd. Et à l'intérieur de la Twizy, en fait, on a une boîte de conserve avec un humain à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais le piéton, le vélo, ils sont déjà exposés. Donc, on pourrait dire, ben, oui, eux, ils sont déjà exposés, mais pour autant, il y a des piétons et des vélos. Donc, c'est vrai que ça, c'est un souci. Moi, je ne vais pas aller résoudre parce que c'est très compliqué et puis je ne suis pas un expert de la réglementation. Je vais aller travailler avec la réglementation pour voir. Mais je discutais tout à l'heure avec Daniel Breton qui a dû quitter. Cette idée-là de la réglementation est très importante parce qu'aujourd'hui, les réglementations sont mal faites et elles sont faites pour aider les constructeurs qui sont autour de la table de la négociation.